Les femmes ont toujours été au cœur de nos préoccupations. Nous les accompagnons depuis plus de 35 ans et leur apportons beauté, bien-être et confiance en soi grâce à l'efficacité de nos soins cosmétiques. À travers Femmes en Cœur, notre engagement est d'accompagner des femmes fragilisées par les accidents de la vie en les aidant à retrouver bien-être et estime de soi. Depuis 2016, nous avons récompensé 18 associations de femmes, toujours plus engagées et toujours plus mobilisées pour accompagner et soutenir celles qui en ont le plus besoin. En 2022, nous avons choisi d'accompagner une nouvelle association dont la mission résonne parfaitement avec celle de Dr Pierre Rico, avec laquelle nous souhaitons initier une nouvelle histoire de solidarité, de générosité et nous engager durablement. Nous vous présentons l'association Joséphine. Les soins de beauté et de bien-être répondent à des besoins essentiels pour les femmes fragilisées. C'est pourquoi l'association Joséphine offre à ces femmes, au sein de ses salons de beauté solidaires, des parcours de soins socio-esthétiques. Cette année, c'est notre crème pour les mains à l'acide hyaluronique et beurre de karité qui a porté les couleurs de la solidarité et de la générosité. Ce soin, qui prend soin des mains des femmes, a été plébiscité par nos clientes, engagées à nos côtés pour soutenir Femmes en Cœur. C'est la vente de notre produit solidaire qui permet aujourd'hui de récompenser l'association Joséphine. Nos collaborateurs, plus engagés que jamais, se sont investis tout au long de l'année dans des actions solidaires, dont certaines pour nos associations lauréates Femmes en Cœur. Bienvenue à l'association Joséphine qui vient enrichir notre communauté Femmes en Cœur. Et allons plus loin, tous ensemble, pour que demain, toutes les femmes retrouvent confiance et estime de soi. Je vais vous demander aussi si c'est possible de mettre vos portables sur silencieux pour que on ne soit pas trop dérangé durant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'invite tout de suite Clémence Garand-Clavel à me rejoindre, puisque Manuel a dit que malheureusement pas être avec nous. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et surtout une grande émotion que je m'adresse à vous à l'occasion de cette 7e édition de Femmes en Cœur, très enthousiasmante. Quelle joie d'être ensemble, de voir tous ces visages lumineux et souriants réunis sous un même toit après ces 2 années de cérémonie réalisées à distance. Vous connaissez tous la mission de notre marque, qui est de donner le pouvoir aux femmes de vivre chaque âge comme le meilleur. Nous accompagnons nos clientes dans cette direction depuis plus de 35 ans et il nous paraissait évident d'accompagner également celles pour qui la vie n'a pas toujours été tendre et ne laisser ainsi aucune femme de côté. Cela fait maintenant 7 ans que Dr Pierre Rico accompagne les femmes qui en ont le plus besoin, en soutenant des associations formidables menées par des femmes extraordinaires qui œuvrent avec conviction et détermination à ce que chaque femme retrouve confiance et estime d'elle-même. Cet engagement, nous le portons toutes et tous, collaborateurs Dr Pierre Rico. Chacun peut être très fier du chemin parcouru. L'entièreté des équipes a fait preuve d'un investissement sans faille cette année, participant à des actions de solidarité diverses, certaines en faveur d'associations Femmes en Cœur notamment. Chaque année, lors de la cérémonie Femmes en Cœur, nous partageons un moment singulier, chargé d'émotions, tourné vers la solidarité, l'entraide et le partage. Et cela fait tant de bien. C'est toujours un immense plaisir pour nous de convier les lauréates Femmes en Cœur de ces 7 dernières années.
Merci à Mélanie de l'association Jeunes et Roses. Merci à Marie-Claire de l'association Les Orchidées Rouges. Merci à Christelle de l'association Traces de Vie. Merci à Joël de l'association La Maison entre parenthèses. Merci à Anne-Sophie de l'association Cancer at Work. Merci à Laure de l'association Mon Réseau Cancer du Sein. Du fond du cœur, je tenais au nom de la marque à vous remercier infiniment d'être présente avec nous aujourd'hui. Je place au-dessus de tout les actions que vous menez au quotidien pour le bien-être des femmes et j'aimerais qu'elles soient applaudies comme il se doit. Vous allez voir que nous avons décidé cette année de ne sélectionner et de n'accompagner qu'une seule association pour lui permettre d'aller plus loin dans son engagement auprès des femmes. Nous avons donc l'honneur d'accueillir au sein de la communauté Femmes en Cœur cette nouvelle association que vous allez découvrir pendant la cérémonie, l'association Joséphine. Je déclare dès à présent la 7e édition Femmes en Cœur ouverte. Vous allez nous expliquer, Laure, le nouveau dispositif justement pour le mécénat Femmes en Cœur 2022. Tout à fait. Alors je tiens déjà à remercier Marie, Stéphanie et Aurélie pour ce très beau film qui représente toutes les actions 2022. C'est un très gros travail. Alors, pour 2022, en fait, nous avons choisi, comme on l'a vu dans le film, de soutenir une seule association, l'association Joséphine, parce que nous sommes convaincus qu'en choisissant un partenaire, on lui permet d'inscrire des actions dans la durée. Pour autant, il est important pour nous de continuer à faire vivre cette communauté Femmes en Cœur, de continuer à les aider, notamment comme on l'a vu avec des actions de nos salariés, avec des dons produits. Et juste avant la cérémonie, on a déjeuné avec les associations, les anciennes lauréates, et on souhaite en fait continuer à faire vivre ces beaux moments de partage, d'échange entre les associations, et ça nous tient vraiment à cœur. Et comment est-ce que vous financez la dotation ? Alors, en 2022, on a vendu un produit solidaire, donc le produit La Crème Main, qui nous a permis de récolter des financements pour l'association Joséphine. Et pour l'année 2023, nous vendrons un produit solidaire qui est le shampoing solide, qui est un très beau produit solidaire, mais également éco-conçu, parce que c'est l'éco-conception est quelque chose qui est tendance, et l'équipe marketing œuvre énormément sur l'éco-conception. Et c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Alors on l'a vu dans le film, vous avez eu beaucoup d'actions avec vos collaborateurs cette année. Est-ce que vous pouvez nous en détailler quelques-unes ? Alors, je tiens à remercier tous les salariés parce que 100% des salariés se sont engagés pour faire des actions. Donc, on a privilégié des actions au profit de nos partenaires Femmes en Cœur. Donc, on a eu des collectes de vêtements, des collectes de produits d'hygiène féminine. On a eu également un challenge sportif auquel les salariés se sont fortement engagés au profit de Cancer at Work. Le jury révèle, comme on l'a vu, et après d'autres actions de tri avec dons solidaires et également de tri de déchets au sein d'Issy-les-Moulineaux. Et donc, on est très fiers en fait d'avoir inscrit au sein de nos critères d'intéressement les participations de nos salariés à ces différentes actions et qu'on souhaite perdurer dans la durée. Bien, bravo pour tout cela. Merci pour ces explications. Est là aujourd'hui. Par exemple, Dominique Fauvel, qui accompagne les femmes qui vivent dans la rue avec son association Agir pour la santé des femmes, n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, mais elle tenait à adresser ce message particulièrement aux collaborateurs et aux collaboratrices de Dr Pierre Ricou. Bonjour à toutes. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je le suis tellement par le cœur.
Ce qui est formidable avec le prix Dr Pierre Ricot, c'est que pour nous, l'aventure ensemble s'est prolongée tout au long de l'année. Ainsi, à la suite de la remise du prix 2021, les salariés du groupe Dr Pierre Ricot se sont mobilisés et par 4 fois pour nous accompagner dans notre soutien aux femmes en situation précaire. L'ADSF les en remercie du fond du cœur. Grâce à leur collecte, c'est plus d'1 tonne de vêtements et 2000 produits d'hygiène qui ont été offerts aux femmes que l'association accompagne, en particulier lors de nos week-ends mensuels de distribution et d'accueil hygiène et santé. C'est un grand réconfort pour toutes. Encore merci pour elles. Celles qui passent vers 20h devant la mairie du 18e pourront peut-être apercevoir Nicolinka, qui, comme chaque soir, part dormir à la halte de nuit. Peut-être que dans le chariot dont elle ne se sépare jamais, sont conservés comme un trésor une partie de vos dons. Là est toute sa fortune, tout cela compte tellement pour elle. Je vous souhaite une très belle cérémonie et bienvenue à la nouvelle association des femmes en chœur. Un cancer vraiment qui travaille avec son association Cancer at Work. Je vais vous demander de vous mettre derrière le pupitre. Donc les collaborateurs Dr Pierre Ricot ont participé au challenge sportif, on en parlait à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et en quoi ça a apporté quelque chose de plus à votre association cette année? D'abord, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont participé au challenge sportif de Cancer at Work. On y reviendra, je crois, tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, mais effectivement, Cancer at Work œuvre d'abord pour mobiliser les employeurs pour qu'ils s'occupent bien, mieux de leurs salariés malades. Et dans nos actions solidaires, nous mettons en place un soutien à la réinsertion professionnelle des femmes qui ont perdu leur job après un cancer et plus largement une maladie grave, ou des jeunes femmes qui rentrent dans la vie active pour après un cancer ou une maladie grave. Et donc tout l'argent récolté grâce à vos pas, vos tours de pédale, je crois qu'il y en a pas mal qui ont pédalé les week-ends, eh bien ils sont affectés au job dating de Cancer at Work, et donc ils permettent d'accompagner des femmes dans leur chemin de maintien dans l'emploi. On a un exemple de femme qu'on a accompagnée ici, je ne sais pas si je peux dire Mélanie, vous pourrez échanger avec Mélanie qui a participé à un autre job dating il y a quelques années, qui est aussi femme en chœur. Donc l'histoire continue puisqu'elle a créé son association après ce job dating. Voilà, très concrètement, Mélanie vous expliquera comment, grâce au job dating, on l'a aidé à mûrir son projet qu'elle a maintenant réalisé, qui a un grand succès d'ailleurs, c'est Jeune et Rose. Bravo Mélanie. Basé à Bordeaux, vous êtes venu exprès pour nous aujourd'hui, merci beaucoup. Vous l'avez créé en 2017 pour venir en aide aux filles victimes d'excision, de mariage forcé et d'autres formes de violence. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour votre association depuis que vous avez reçu ce prix l'année dernière? Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses depuis l'obtention du prix. Nous avons pu développer nos actions sur le territoire national avec l'ouverture d'une antenne relais à Paris depuis mars 2022. Et nous sommes en train d'ouvrir une antenne régionale à Lyon qui va démarrer ses activités en janvier 2023. Et puis, entre-temps, nous avons intégré des réseaux internationaux pour pouvoir aussi, au niveau mondial, participer à la promotion des droits des femmes et également à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et pour parler de Bordeaux, ce qui a pu être fait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 350 femmes accompagnées. Donc, on a accueilli plus de bénéficiaires qu'on a accompagnés vers la reconstruction psychologique, physique, la réappropriation du corps, de la sexualité et également le développement du pouvoir d'agir. Parce que, comme je dis souvent, au-delà de réparer des blessures, c'est la libération des femmes qu'on recherche. Libération mentale pour créer une vie en adéquation avec ses aspirations les plus profondes. Libération économique pour prendre le pouvoir sur son corps et en disposer comme on l'entend. Et libération
économique pour devenir maîtresse de son destin. Eh ben, bravo pour tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Lors de la table ronde. Alors bon, ben voilà, maintenant on vous en parle depuis le début, une nouvelle association accompagnée, l'association Joséphine. Donc écoutez, je vous laisse découvrir cette association en images et nous en parler après. Je m'appelle Afida Ouada, je suis directrice de l'association Joséphine, ayant pour support principal des outils un peu innovants dans un salon solidaire qui nous permet d'accompagner les femmes en s'appuyant sur des soins socio-esthétiques et socio-coiffure. C'est une association dynamique, vivante et très orientée vers les femmes en situation de grande précarité, très éloignées de l'emploi, qui ont vraiment besoin d'un soutien renforcé, d'un accompagnement global, mais aussi personnaliser l'accompagnement et être au plus près des besoins de ces femmes, principalement et essentiellement femmes issues des quartiers prioritaires, dits prioritaires, donc nord de Paris et sa banlieue. Ça, c'est vraiment, je dirais, la marque de fabrique Joséphine. Nous sommes situés au cœur du quartier prioritaire de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris. Venez, je vous fais visiter le salon. Nous avons actuellement 3 salons. Un à Clermont-Ferrand, un à Moulins et nous sommes ici au Salon de Paris. L'espace accueil, qui est un lieu vraiment central au sein du salon puisque c'est l'endroit où les femmes vont pouvoir se poser, prendre un temps pour elles. C'est un lieu ressource dans lequel elles vont être en sécurité. La grande mission principale de Joséphine, c'est vraiment qu'elle retrouve confiance en elle, estime de soi et qu'elle puisse démarrer ou redémarrer dans leur vie personnelle, professionnelle. L'espace mise en beauté naturelle, maquillage, où l'équipe de maquilleuses ou de socio-esthéticiennes propose aux femmes un maquillage, une mise en beauté naturelle. Joséphine, ça se décline aussi en différents programmes. On a le programme Estime de soi, beaucoup axé sur le bien-être et le soin justement socio-esthétique et socio-coiffure. Le programme Estime emploi, qui est plus axé sur les compétences, le savoir-faire, savoir-être et les compétences professionnelles des femmes, donc plus axé emploi. Et on a aussi un autre programme qui s'appelle Santé plurielle, plus axé sur la santé des femmes. Donc les femmes qui sont accueillies dans le programme Estime de soi, on les considère comme des clientes. C'est-à-dire qu'elles sont accueillies ici, elles disposent de leur capacité de choix, c'est elles qui choisissent ce qu'elles ont envie de faire ou pas. Derrière moi, vous avez l'espace technique coiffure. Lors de chaque rendez-vous individuel, la socio-coiffeuse commence à prendre un temps d'entretien et de diagnostic avec chacune des clientes qu'elle reçoit. Les femmes vont pouvoir parler d'elles, expliquer comment est-ce qu'elles prennent soin d'elles au quotidien. Et puis, à l'issue du rendez-vous, elle leur propose de bénéficier d'un soin des cheveux, d'une coupe, d'une coloration ou d'un brushing éventuellement. Je suis arrivée dans le parcours Estime Emploi. On fait différents ateliers, on réfléchit sur nous, on voit différents métiers. Et ces ateliers beauté, esthétique, coiffure, ça permet de changer d'état d'esprit. Là, par exemple, je change de tête. J'avais envie de tourner la page pour aller plus loin, pour aller de l'avant. L'objectif en fait du programme Estime de soi, c'est qu'à l'issue des 1 an, les femmes puissent à la fois avoir retrouvé confiance et estime d'elles-mêmes et puis qu'elles sachent comment prendre soin d'elles au quotidien. Puisqu'en fait les femmes, à l'issue du programme, elles n'auront pas forcément les moyens pour aller chez le coiffeur ou aller dans un institut de beauté. Et donc nous, il faut qu'on leur donne toutes les clés, les conseils, les astuces et qu'elles sachent prendre soin d'elles, elles-mêmes. J'offre mes services à des superbes femmes. Et en fait, ça les aide à reprendre confiance en elles et du coup, pour moi, c'est quelque chose de très très important. L'espace manucure où nos socio-esthéticiennes prennent soin des mains des clientes. Mon parcours chez Joséphine, je l'ai commencé en octobre 2020 en tant qu'apprentie. Et là, j'ai terminé mon contrat chez Joséphine, mais j'ai trouvé un travail depuis dans une autre entreprise, mais je reviens en tant que bénévole parce que ça me tient à cœur de garder ce contact humain que j'apprécie énormément. Aider les personnes, leur apporter le sourire, les faire rire. Les soins qu'on propose, ce ne sont pas des prestations classiques, mais en fait, ce sont des outils d'accompagnement pour aider les femmes à retrouver cette estime et cette confiance en elles. C'est à la fois la façon dont les soins sont prodigués par les professionnels, qui sont tous des professionnels de la beauté et du bien-être. Ce sont que des professionnels qui sont formés justement à accompagner ces femmes en situation de vulnérabilité.
Ici, nous sommes dans le dressing solidaire. Cet espace, c'est le lieu où nos conseillères en images vont prodiguer conseils en colorimétrie, en morphologie et trouver une tenue du quotidien ou professionnelle pour les femmes. On ne fait pas du relooking, on est sur de l'accompagnement, je dirais, régulier, permanent. Ça s'inscrit dans le temps et le changement s'inscrit dans le temps. C'est à la fois un effet physique, mais aussi psychique, psychologique. Et donc la transformation, elle passe par un certain nombre d'étapes. Et cette transformation, elle est liée aussi à l'accompagnement des professionnels que constitue l'équipe de Joséphine. Dans cette équipe, on a une équipe qu'on dit pluridisciplinaire, composée de conseillères en insertion professionnelle, dont c'est le métier, composée de socio-esthéticiennes et de socio-coiffeuses, et de cadres pour encadrer toute cette activité. Donc c'est vraiment pas, on n'est pas un salon traditionnel. Voici donc notre cabine de soins esthétiques, des soins du visage, modelage du dos. Grâce à nos soins, grâce à tous les ateliers qu'on peut mettre en place, que ce soit en esthétique, en coiffure, sophrologie, réflexologie, conseiller en images, elles repartent tout le temps avec le sourire. Alors ça, c'est la trousse Joséphine. À l'issue de leur premier rendez-vous, nous donnons une belle trousse à chacune de nos clientes pour qu'elles puissent continuer à prendre soin d'elles. Elle est constituée de produits en routine capillaire, routine visage, maquillage, vernis. Depuis la création de l'association Joséphine, il y a plus de 9000 femmes qui ont été accompagnées. Quand les femmes sont accueillies ici au salon, nous ce qu'on observe c'est que voilà, elles retrouvent confiance et estime d'elles-mêmes. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a évalué lors de notre étude d'impact social. Cette étude d'impact est participative pour définir les effets sur les clientes. Donc 89% des femmes accueillies chez Joséphine reprenaient confiance en elles et qu'elles étaient 67% à mettre en place des démarches liées à la santé ou liées à l'emploi. Et un résultat aussi très important pour nous, c'est qu'une femme sur deux crée plus de liens, même en dehors du salon. Une des citations qu'on aime bien employer chez Joséphine, c'est « La beauté sauvera le monde ». C'était parfait, j'ai passé un très bon moment et l'esthéticienne, elle était au top. L'association Joséphine contribue à l'amélioration du bien-être de ces femmes et il y a aussi un sujet de dignité. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est retrouver une place dans la société, exister en tant que femme. La fierté, c'est de savoir qu'après le rendez-vous chez Joséphine, on sent qu'elles se remobilisent dans leurs projets. Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. Comment vous ah oui. alors? Ah bah j'adore. Parti pour la prochaine aventure. Chaque action, voire même chaque petite action qu'on mène avec ces femmes, c'est une grande victoire pour nous. Parce qu'on leur permet de progresser et d'avancer dans leur vie. Je vais me cacher derrière le micro, comme ça va être... on va pas me voir. Donc, oui, vous êtes ému parce que ce film, c'est quand même... Est-ce que ça montre bien, selon vous, tout ce que vous faites au quotidien au sein de l'association? Tout d'abord, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont cru en cette association et un grand remerciement particulièrement à la société Dr Pierre Rico dans le cadre de ce très beau projet Femmes en cœur, parce que c'est une magnifique illustration du combat de toutes les femmes en fait. Et on voit bien à travers les différents témoignages que ça a un impact en France, mais aussi à l'international. Donc, merci à Dr Pierre Rico, merci à toute l'équipe. Je voulais d'abord commencer par ce remerciement. C'est important pour moi et ça me permet de me ressaisir au niveau émotionnel. Alors, oui, et du coup... Donc, félicitations d'abord pour ce prix, parce que voilà, vous avez été sélectionnée. Alors, cette association, elle a été créée par Lucie Raciste et en 2006. Oui. Est-ce que vous pouvez, parce que maintenant qu'on a vu ce film, on a envie d'en savoir un petit peu plus, qui sont les femmes que vous accueillez? Alors, comme vous avez pu l'entendre à travers le reportage, il s'agit de femmes en situation de très grande précarité, éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, fragilisées
par la vie, avec des parcours, je dirais, abîmés, voire très abîmés. Et voilà, donc ça s'adresse à toutes les femmes, mais en effet avec une particularité sur les femmes en situation de grande fragilité, de grande précarité. Alors on voit dans le film qu'il y a différents ateliers, c'est ça? C'est quand on vient vous voir, quand on pousse la porte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, Joséphine, c'est, comme on l'a dit, c'est un salon solidaire, c'est un lieu d'accueil. C'est avant tout un lieu d'accueil de toutes les femmes. Et on est d'abord accueillis dans ce salon solidaire par l'ensemble de l'équipe professionnelle que vous avez à présent dans cette salle, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur implication et leur participation active au quotidien dans l'association, sans qui toutes ces femmes ne pourraient pas être accompagnées de cette manière-là et avec cette grande qualité. Donc je disais, elles sont accueillies et ensuite orientées et surtout respectées dans leur parcours de vie, dans ce qu'elles sont. Et elles arrivent dans une, je dirais, une bulle d'oxygène, un cocon. On est dans Paris 18e, Barbès, une rue très très animée. Et quand on rentre dans le salon, on se sent tout de suite coucouné, protégé, enveloppé déjà par la douceur et l'accompagnement de l'équipe, et ensuite orienté progressivement à travers des soins esthétiques, qui ne sont pas seulement des soins esthétiques, qui sont aussi des outils de diagnostic, en fait, de diagnostic social, et qui permettent d'établir un peu, d'analyser un peu la situation de ces femmes, mais tout ça se fait tout en douceur et dans le respect de la vie de chacune de ces femmes. Dans le dialogue, j'imagine. Tout à fait. Dans l'échange, dans le dialogue. D'ailleurs, c'est elles qui choisissent leurs soins. Rien n'est imposé. Elles viennent d'elles-mêmes? Elles sont... Alors justement, on a, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un salon solidaire et associatif, loi 1901. Et donc, nous travaillons avec un certain nombre de prescripteurs, donc des associations partenaires, avec la puissance publique aussi, de Pôle emploi, des associations d'insertion socio-professionnelle, des structures sociales, médico-sociales, qui nous orientent. Et ça fait l'objet de ce qu'on appelle une fiche de liaison. Parce que chaque femme a un référent social, intervenant social, assistant social, un travailleur social issu de différentes structures associatives, privées ou publiques. Donc c'est un salon, mais dans un réseau associatif très large et très riche, qui ne s'inscrit pas uniquement dans le paysage parisien intramuros, mais aussi au niveau de la banlieue, et aussi au-delà, puisqu'on est dans un réseau de salons solidaires, où il y a 2 autres salons à Clermont et à Moulins, pardon, merci. Ça souffle dans la salle. Tout à fait. Et voilà, donc Joséphine, c'est un projet humain, vivant, et qui est aussi évolutif, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir mettre en place un certain nombre de programmes. C'est une structure qui s'est professionnalisée aussi avec le temps. À l'époque, l'association était composée uniquement de bénévoles de très grande qualité, comme d'habitude, nous avons toujours dans les structures associatives des bénévoles très engagés, de très grande qualité. Certains dont c'est la profession, sophrologue, réflexologue, psychologue, conseiller en images. Et comme on le disait tout à l'heure dans le reportage, Joséphine, c'est aussi une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de l'insertion professionnelle, de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, et pluridisciplinaire aussi, dans le sens où on a une équipe de bénévoles très engagés et investis qui vient renforcer, compléter l'action des professionnels auprès de nos publics. J'avoue que la socio-esthétique et la socio-coiffure, je ne savais pas que ça existait. C'est une formation particulière? Oui. Alors, c'est vrai que ce sont des métiers qui se développent et qui sont en émergence. Et ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés
dans le domaine médical principalement, dans le milieu hospitalier. Donc on a, nous, la chance au sein de notre association de pouvoir exploiter ces outils et de les développer au sein de notre structure. Ça fait l'objet d'une formation entre, je regarde Gwenaëlle en face de moi parce qu'elle maîtrise très bien le sujet. 6 mois et 1 an, voilà. Ça dépend des Entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an de formation, on est en partenariat avec une école Sylvia Terrade, qui est spécialisée dans ce domaine, et la plupart de nos recrutements sont issus de cette école de formation. On y tient parce que la socio-esthétique et la socio-coiffure, ce sont des métiers et qui demandent un certain niveau de qualification et d'expertise. Et pour apporter un service de qualité auprès de nos publics, des clientes, nous devons vraiment avoir des équipes formées. Et vous testez l'impact, on l'a vu, vous avez réalisé une étude sur l'impact des soins que vous prodiguez aux femmes sur leur bien-être. Qu'est-ce que ça donne? On a eu quelques chiffres là, mais quels sont les résultats? Comme je vous le disais, on est une structure associative et je dirais que cette étude d'impact, elle a été très très intéressante parce que ce salon solidaire, c'est aussi un laboratoire social où on fait des expérimentations. On a utilisé un peu une méthode un peu empirique, je dirais, où on va expérimenter des choses. On est dans l'action, réflexion, analyse. Et ça a fait l'objet de cette étude d'impact on a travaillé avec un laboratoire de recherche, justement, qui a donc travaillé pendant 18 mois sur, sur les méthodes, donc en utilisant une méthode participative active qui a associé donc toutes les parties prenantes du projet, salariés, bénévoles, partenaires, bénéficiaires, clientes, et donc on a pu, dans ce cadre-là, interroger plus de 300 personnes. Et alors, l'idée, c'était d'avoir ce qu'on appelle une étude d'impact social pour pouvoir mettre en œuvre des actions spécifiques au plus près des besoins identifiés. Parce qu'on ne peut pas partir de quelque chose de... Enfin, on s'est appuyé sur des choses très très factuelles, en fait, une analyse très pratique. Et ça nous a permis de créer un certain nombre de programmes. Parce qu'en testant et je parlais d'expérimentation sociale, on s'est rendu compte de l'impact sur le quotidien de ces femmes et on s'est dit pourquoi pas aller plus loin avec une étude d'impact et pourquoi pas aller plus loin avec des nouveaux programmes encore plus adaptés, du sur-mesure, du personnalisé pour ces femmes. Et du coup, les résultats, rapidement? Alors, les résultats, donc... Les résultats, je vais vous les dire tout de suite. Alors, les axes, en fait, qui ont été, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 89% des femmes déclarent avoir repris confiance en elles, et 67% ont donc effectué des démarches vers l'emploi, vers, les démarches au niveau de la santé, du logement. Et pour plus d'une femme sur deux, elles ont recréé du lien en dehors de la structure. Oui, donc on voit bien que ça marche, ce que vous faites. Vous voyez ces transformations dont vous entendez parler dans le film. Ah oui, moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué vraiment depuis que je suis arrivée en qualité de directrice dans cette association, c'est que j'ai pu suivre un mini parcours de femmes dans le salon sur des choses très pratiques avec l'autorisation d'une de ces femmes. C'est l'arrivée à l'accueil, la façon dont la femme est accueillie, est enveloppée, amenée vers cet espace diagnostique et surtout autour de la manicure, autour des soins de beauté des mains, où là il y a énormément de choses qui se disent, premier diagnostic. Le choix des soins, donc cette femme-là que j'ai en tête, elle avait choisi un soin du visage en cabine. Et quand elle arrivait, ce jour-là, elle était extrêmement stressée. Elle parlait énormément, elle avait un débit de parole, c'était incroyable, parce qu'elle avait besoin de se lâcher, on sentait qu'elle avait besoin
de se lâcher prise, de se laisser, voilà, d'être écoutée, entendue, accompagnée. Et progressivement, je l'ai vue se détendre. Quand elle est arrivée dans la cabine esthétique, c'est un lieu très intimiste où il se passe énormément de choses, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai entendu parler de violences intrafamiliales, par exemple. Eh bien, on a la chance d'avoir des socio-esthéticiennes, des socio-coiffeuses de très grande qualité, et des conseillères en insertion professionnelle également, qui entendent, qui écoutent et qui accompagnent. Et à ce moment-là, parfois, il y a des choses terribles qui se disent. Voilà. Et c'est vrai que c'est un lieu que quand même, voilà, on est quand même dans un lieu fermé, où on est dans le soin, où la socio-esthéticienne est dans le toucher. Donc on rentre dans l'espace un peu aussi intime de la personne, il y a beaucoup de choses, la parole se libère, le corps se détend. Et pour cette femme-là, particulièrement, je l'ai vue se détendre puisque elle s'est relâchée physiquement. Mais vraiment, elle est ressortie beaucoup plus légère, avec un débit de parole plus moins plus régulier. Et l'effet était là. Je dirais que ça s'est passé en peut-être 1h15, 1h30. Et je peux vous dire que voilà, en témoignage direct, voilà ce qui peut se passer avec une femme. La beauté sauve le monde. Hein. Exactement, tout à fait. 9000 femmes accompagnées en 16 ans. Et je dirais qu'elle sauve le monde, et aussi pour reprendre les propos de certaines associations qui ont pris la parole, véritablement c'est un moyen d'émancipation des femmes. Vraiment, de se réapproprier son corps, son histoire, de mettre des mots aussi sur les douleurs qu'elles ont pu vivre, etc. Ça a un effet aussi très, très réparateur. Et ça permet vraiment de s'émanciper, et je dirais autre chose de plus fort encore, c'est un outil, un moyen de résistance. De résistance. Pourquoi ? De résistance face à toute forme de pression qu'elles peuvent vivre aussi au quotidien. De résistance face à toute forme d'oppression aussi qu'elles peuvent vivre, parce que être femme, être belle, parfois ça peut être aussi tabou ou mal vu. Et c'est vrai que se réapproprier son corps par la beauté, par l'esthétique, par la socio-coiffure, par le conseil en image, par l'accompagnement socio-professionnel, c'est un formidable moyen de résistance, y compris, et j'utiliserai un mot volontairement, parce qu'on agit dans les quartiers prioritaires, mais on a nos salons aussi qui sont installés en zone un peu plus, je dirais, urbaine, un moyen de résistance face à toute forme d'obscurantisme. Voilà, parce qu'on voit bien que dans les 4 coins du monde, les femmes continuent à résister, à se battre pour leur liberté, pour ces valeurs de liberté qui sont très très importantes. Et être femme et belle et libre et émancipée, c'est très important pour l'association Joséphine, mais pour toutes les femmes qui sont dans le monde aujourd'hui. Ouais, qui pensait pour les femmes iraniennes et les femmes afghanes notamment. Exactement. J'invite toutes les femmes de l'équipe de Joséphine à nous rejoindre. Vous avez un truc comme ça en vrai. On va vous remettre les fleurs, le diplôme, le chèque, parce que c'est quand même ça aussi. Voilà. Eh bien, ça va bénéficier à 10 parcours de femmes sur une année et plus de 200 sessions individuelles. Voilà, c'est vraiment formidable de pouvoir participer à cette grande aventure. Est-ce que vous avez une petite chose à rajouter ou est-ce que vous voulez témoigner? C'est important pour vous de recevoir ce prix aujourd'hui? Oui, c'était très important. Ça a été une très belle rencontre
avec toute l'équipe de Dr Pierre Rico, un échange qui tout de suite a très bien fonctionné. On s'est rendu compte qu'on parlait des mêmes choses et qu'on avait les mêmes valeurs, on avait la même façon de voir. Et voilà, donc c'est vrai que de recevoir ce prix aujourd'hui, c'est une très belle récompense pour toute l'équipe, pour tous les. Ça fait, c'est vrai, des années 2006 que l'association a été créée, mais voilà, le salon, il a maintenant 11 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses, 9000 femmes accompagnées, mais voilà, il y a encore énormément de projets à mener encore, et on est ravis de pouvoir voilà, le faire, et grâce à votre soutien. Merci. Donc, au nom de l'association Joséphine et de toute l'équipe, donc Aïssata, Amélie, Alice, Mariam, Ophélie, Samira, Amélie, Gwenaëlle, Claire qui n'est pas là, et aussi une collègue qui est absente, Nadège. Je tiens vraiment à remercier du plus profond du cœur la société Dr Pierre Rico, et surtout dire que c'est un moment aussi exceptionnel pour nous, parce que honnêtement c'est une première pour l'association Joséphine, et on vous remercie du fond du cœur. Clémence, je vais vous laisser regagner vos places, vous remettre de vos émotions. Merci beaucoup, Afida. Non, regardez-le, Clément, je vous laisse le mot de la conclusion avant la table ronde qui sera un moment d'échange. Nathalie se joint bien sûr à moi pour remercier du fond du cœur toutes les équipes Dr Pierre Rico pour leur engagement formidable qui font de cette cérémonie un moment très fort et fédérateur. Un immense merci à Aurélie, à Marie, à Stéphanie pour votre investissement sans faille et le temps précieux que vous avez passé à rendre cette journée si spéciale. Merci aussi à l'association Joséphine pour cet extraordinaire engagement que vous menez au quotidien auprès des femmes. Vous faites bouger les lignes. Nous sommes fiers d'associer Dr Pierre Rico à cet accompagnement personnalisé que vous avez mis en place et qui permet aux femmes de retrouver au sein de vos salons de beauté solidaire toute la confiance et l'estime de soi dont elles ont tant besoin. Qui que nous soyons, ce regard sur soi, ce bien-être et cette estime sont indispensables pour avancer d'un pas plus sûr en regardant loin devant. Un grand bravo à vous. Au quotidien pour votre association Jeunes et Roses, donc qui aide les jeunes femmes de 20 à 45 ans qui souffrent d'un cancer du sein, parce que ce sont ce qui vous a motivé, vous à la base, c'était quoi, la petite étincelle? La petite étincelle, c'est une phrase et une rencontre. La phrase, c'est effectivement vous êtes trop jeune pour avoir un cancer du sein, ça doit pas être ça. Et ce qui inclut pas mal de retard de diagnostic. Quand je me suis rendu compte que moi, j'avais entendu cette phrase, mais qu'on était extrêmement nombreuses à l'entendre, c'est ça qui a donné envie de se mobiliser. Et ensuite, on ne se mobilise pas seul. Donc après, ce sont des rencontres avec d'autres patientes qui avaient le même parcours, qui ont fait face aux mêmes difficultés, avec les mêmes conséquences. Donc des cancers de haut grade, plus avancés, plus difficiles à traiter, et aussi qui deviennent des maladies chroniques qui s'inscrivent dans la durée. Et donc ma rencontre avec Christelle, qui est la cofondatrice de l'association, et voilà, et qui avait les mêmes constats que moi, et donc c'est toutes les deux ensemble qu'on s'est dit, nous ça nous a fait du bien de nous rencontrer, de nous entraider, donc on peut sûrement développer ça bien au-delà de notre propre histoire. Voilà. Comment vous accompagnez ces femmes? Là, du coup, on parle de un des projets de Jeunes et Roses, parce que donc on fait de l'accompagnement, mais on fait aussi beaucoup de prévention. Donc sur le projet d'accompagnement, on organise des temps de rencontre, on crée des temps de rencontre physiquement et virtuellement. Donc il y a des temps de rencontre physiques qui peuvent être par exemple un pique-nique où les jeunes femmes viennent échanger, se rencontrer. Il peut y avoir des sorties. Et après, il y a beaucoup de visio aussi. On fait beaucoup de visio dans socio-esthétique où on renvoie des petits colis avec des produits
suivi, etc. Voilà, il y a une permanence téléphonique, il y a des groupes d'échange, des groupes de partage. On utilise aussi beaucoup Mon réseau cancer du sein, donc un autre projet d'une autre femme en cœur. Donc voilà, ça c'est pour montrer toutes les interactions qu'il peut y avoir dans cette communauté aussi. Voilà, ça prend diverses formes. Alors à vos côtés, Anne-Sophie, vous avez créé Cancer à Toi. Cancer à Toi, donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, et vous, ça a été quoi l'étincelle, le point de départ? Alors moi, l'étincelle, elle est venue des autres, eu égard à mes compétences professionnelles dans le secteur de l'emploi depuis quelques années maintenant, et l'expérience de vie d'un cancer. En fait, j'ai eu, il y a 10 ans, une parole très libre, voire très libérée sur le sujet, puisque j'ai passé les 3 semaines entre le diagnostic et ma première chimiothérapie à aller y visiter tous mes clients qui étaient des DRH pour leur dire « j'ai un cancer, je vais m'absenter pendant plusieurs mois, peut-être plus d'1 an. Voilà ce que je vous propose de mettre en place pendant mon absence pour que vous puissiez continuer à travailler pendant que moi je me soigne. » Donc de cette parole très libre et libérée est née une demande des entreprises disant « Anne-Sophie, on a de plus en plus de personnes qui nous annoncent qu'elles sont malades, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et parallèlement, puisque j'étais en soins, je crois, à l'Institut Gustave Roussy, on passe des heures en salle d'attente et à chaque fois que je rencontrais d'autres patientes, elles me disaient « Ah, tu bosses dans les RH, alors tu vas pouvoir m'aider. J'en ai pas parlé au travail, je vais reprendre, je sais pas comment faire. Reprendre le boulot avec la boule à zéro, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux m'aider ?» Donc c'est un peu comme ça en fait que l'étincelle est née. En tout cas, c'est ce qui a attisé ma curiosité, ce qui m'a permis d'aller chercher. Je suis très curieuse et c'est aussi mon job d'être curieuse et d'écouter les besoins et d'essayer de trouver des solutions. Donc j'ai investigué, j'ai compris qu'on était très nombreuses à être malades, très nombreuses à être actives, alors que j'imaginais plutôt, parce que c'était mes grands-mères qui avaient souffert de cancer, elles étaient en retraite, donc j'imaginais pas qu'on était aussi nombreux à travailler et à être malades, qu'il n'y avait rien dans le monde du travail pour les personnes malades, pas plus qu'il y avait des choses à l'hôpital pour la... Le micro, il s'arrête un peu, mais c'est pas... Vous m'entendez quand je parle? Non, mais on a besoin du micro. Et puis j'ai compris, donc j'ai vu qu'il n'y avait rien ni dans le monde du travail pour en gros la maladie, ni dans le monde du soin pour le travail. Alors demain, on n'aura plus les moyens de se soigner ni de soigner nos enfants. Donc je me suis dit qu'il fallait créer un pont parce que moi j'ai découvert la valeur de la carte vitale à 39 ans à l'occasion d'un cancer, mais c'est quand même hyper précieux de pouvoir être soigné quasiment gratuitement s'agissant des cancers, souvent dans des centres de lutte contre les cancers qui sont dans les premiers plans des rangs mondiaux. Et c'est ça, cet héritage de nos grands-parents, je pense qu'on doit se battre pour le préserver. Et comme il n'y avait rien, j'ai fait une proposition, parce que je suis une femme, je suis une maman, je suis une chef d'entreprise. J'ai fait la proposition à d'autres chefs d'entreprise de rejoindre un mouvement et de s'engager pour leurs salariés, pour les aider à mieux concilier maladie et travail. Et c'est comme ça que Cancer à Toi est né. Afida, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée chez Joséphine? Alors, moi, c'est cet engagement, je dirais, militant aussi pour la cause des femmes vient de très loin, puisque j'ai commencé mon engagement associatif en tant que bénévole, j'avais 16 ans et demi. Donc j'ai été sensibilisée à la cause féminine très jeune, puisque j'ai constaté un certain nombre d'injustices autour de moi. Bon, c'était la période aussi de l'adolescence, mais doublée d'un constat d'inégalité criante
Et à partir de là, je me suis engagée au niveau associatif. Cet engagement s'est traduit par des actions tout au long de ma vie. Le premier engagement, c'est que j'en ai fait mon métier, puisque je suis devenue d'abord médiatrice sociale. Ensuite, j'ai travaillé au développement de la vie associative sur mon territoire, puisque je suis normande. Je suis encore normande, puisque je continue à faire les allers-retours entre Paris et la Normandie dans l'Eure. Au sein de la fonction publique territoriale, parce que j'ai aussi eu un parcours dans la fonction publique, donc j'ai travaillé dans une collectivité et je me suis fortement engagée sur ces sujets. Et ensuite, je suis retournée dans la vie associative, mais en tant que salariée et en région parisienne, parce que je trouvais qu'il y avait une vitalité associative aussi très forte, très puissante à Paris et dans toute l'Île-de-France, bien qu'il y ait aussi un vivier important en Normandie. Et cette envie de faire en sorte que les femmes s'émancipent, puissent accéder à leurs droits, accéder à un emploi, à une formation, était vraiment très très important, puisque l'accès à la formation et à l'emploi, c'est vraiment des vecteurs d'émancipation très très forts. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Marie-Claire, l'indépendance économique, elle est aussi fondamentale dans le parcours d'une vie d'une femme, parce qu'on parlait de violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, les violences économiques, qui sont des violences silencieuses, peuvent être extrêmement destructrices. Et voilà pourquoi je suis arrivée à Joséphine, puisque c'est une très belle combinaison entre différentes passions. J'utilise ce terme passion parce que c'est exactement ça. Le combat des femmes, la socio-esthétique et la socio-coiffure, parce que j'adore ces métiers, aussi le milieu de la mode, de l'esthétique, de la coiffure. J'aime quand les femmes sont belles. Ça fait 11 ans que le salon est installé donc, dans le 18e arrondissement de Paris. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on était composé essentiellement d'une équipe de bénévoles qui s'est élargie à une équipe de professionnels. Et je dirais qu'aujourd'hui, enfin, si on peut considérer ça comme un frein, je dirais plutôt, je mettrais ça plutôt comme un objectif, c'est de pérenniser les dispositifs que nous avons créés à travers notre expertise voilà, professionnelle. Toutes les actions qui ont été mises en place au sein du salon nous ont permis de créer un certain nombre de programmes. Et moi, en tant que directrice, j'ai la mission de faire durer dans le temps cet accompagnement. Et voilà, pour le moment, je dirais que l'ensemble de nos partenaires publics et privés sont assez attentifs et soutenants, même très soutenants. La cause des femmes avance, elle est de plus en plus soutenue par un certain nombre d'acteurs, donc c'est quelque chose de très positif. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réel obstacle à vous trouver pour je dirais que pour l'association Joséphine, on doit quand même garder des points de vigilance, parce que c'est la vie associative, hein. On est dans ce qu'on appelle le secteur de l'économie sociale et solidaire, et on est, je vais utiliser un terme barbare, sur ce qu'on appelle l'hybridation des ressources. Donc public-privé, on répond aussi à des besoins et à voilà. on est vraiment sur un modèle économique voilà, spécifique à l'économie sociale et solidaire, et que en effet, moi je travaille activement à la pérennisation des dispositifs. Je dirais que s'il y a, enfin, je ne sais pas si je pourrais qualifier ça comme frein, une fois de plus, je dirais en objectif. Ce serait plutôt de dire la socio-esthétique et la socio-coiffure aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, on a un certain nombre je dirais, d'acteurs pouvaient considérer ça comme des outils un peu superficiels. On parle de la beauté, de l'esthétique, voilà. Et beaucoup travaillent sur, aujourd'hui, un gros travail de prise de conscience de la puissance publique et même des acteurs privés, où on démontre, nous, au quotidien,
que ce soit des entreprises ou des associations ou des entreprises engagées comme la vôtre, qui démontrent l'utilité, je dirais même publique, de soutenir ce type de projet qui s'appuie sur, en effet, l'esthétique et la coiffure. Non, ce n'est pas superficiel. Et oui, on travaille sur le bien-être des femmes. Et oui, on travaille sur l'insertion de toutes ces femmes. Et oui, c'est une véritable réponse à des besoins que nous avons pu, comment dire, constater tous, toutes et tous. Oui, c'est ça. La beauté des femmes, c'est d'utilité publique. Celui-là. Ouais. On passe le micro. En guise de conclusion, j'aimerais vous demander un peu à chacune, même en dézoomant peut-être sur votre propre activité, mais du fait qu'au quotidien, vous êtes confrontés à des femmes qui sont dans des situations souvent difficiles pour différentes raisons, qui sont les choix de vos interventions. Est-ce que vous avez l'impression quand même que la condition des femmes évolue positivement en France? Est-ce que la condition des femmes s'améliore? Alors, enfin, c'est sûr que comparé à il y a 10 ans, on va dire qu'il y a eu des progrès, notamment au niveau de la libération de la parole des femmes avec le mouvement MeToo, qui en même temps, de mon point de vue, profite à une certaine classe sociale de femmes et à un certain type de femmes, clairement, il faut dire ce qui est. Le mouvement MeToo, les femmes qu'on entend sur les réseaux qui libèrent leur parole, ça va être des journalistes, des actrices, plutôt des femmes blanches de peau. C'est un certain type de femmes qui bénéficient de ce qu'apporte, en fait, en termes de libération de la parole, même si on va dire les conséquences positives rejaillissent sur le reste de la population, puisque c'est un mouvement qui oblige aussi les pouvoirs publics à prendre des décisions, des mesures pour mieux protéger les femmes, quelles que soient leurs origines. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce que je veux dire, pour moi, le plus gros progrès ces dernières années, ça a été de pouvoir libérer la parole des femmes, même si malheureusement toutes les femmes n'en ont pas bénéficié. Mais après, même s'il y a eu des mesures qui ont été prises, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez, parce qu'on dépense des milliards pour des choses futiles, je ne vais pas citer ici, mais il y a très peu d'argent pour faire progresser les droits des femmes. Voilà, c'est le plus petit budget de l'État, tout simplement. Donc, on veut que ça avance et vite, et c'est urgent. Il faut mettre plus de moyens sur la table, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, heureusement qu'il y a aussi des entreprises privées comme Dr Pierre Ricot qui s'engagent pour la cause des femmes en France, et merci beaucoup. Mais il y a encore à faire, tout simplement. Donc, moi, je ne me réjouis pas de là où on en est, même si on peut reconnaître qu'il y a des progrès. Il reste tellement à faire que, c'est pas satisfaisant, tout simplement. Je trouve que ce n'est pas, même si, en plus, là, on nous dit que c'est la grande cause du quinquennat. Donc, le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ai rencontré celle qui était en charge de sa campagne, qui voulait l'avis des associations. Et je n'ai pas manqué de lui dire que, mon Dieu, pour une cause qui était la grande cause du quinquennat, on est déçus. On est déçus, on s'attendait à plus. Donc, voilà ce que je peux dire, en tout cas, de mon point de vue. Et il y avait un autre volet de votre question, c'était... Non, c'était ça. C'était... D'accord. Ok, très bien, merci. Alors, moi, du coup, sur le sujet du cancer du sein, du coup, je vais m'exprimer là-dessus. Je trouve que, donc, il y a, par rapport à en 2017, quand on a créé l'association, je trouve qu'on parle quand même beaucoup plus du cancer du sein chez les femmes jeunes, comme de façon générale. Il y a beaucoup d'initiatives, il n'y a pas que la nôtre, il y a d'autres initiatives qui ont pris la parole sur ce sujet, qui ont fait quand même un peu bouger les lignes. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore, on est encore loin du compte en termes de prévention, la façon dont on peut parler, par exemple, de l'auto-examen aux jeunes femmes. Il y a quand même encore, nous, quand on arrive dans un lycée sur une classe de 30, il y en a plus de la moitié qui n'ont jamais entendu le terme, qui ne savent pas, qui ne se sentent pas concernés, qui ne connaissent pas du tout cette pathologie, ni comment elle se manifeste, etc. Donc, je pense qu'on a encore du chemin devant nous. Au niveau des politiques de santé publique et du dépistage organisé, donc c'est-à-dire la mammographie de contrôle à partir de 50 ans tous les 2 ans, c'est en train de bouger pour passer à un âge un peu plus jeune. Donc ça, c'est une bonne évolution. Mais voilà, il y a encore pas mal de chemin à faire sur ce sujet-là.
Anne-Sophie, mais moi, je dirais quand même qu'on a un beau patrimoine, on a un bel héritage de nos grands-mères, grands-parents, qui se sont battus pour avoir le droit à un compte en banque, de voter. C'était hier, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même toutes ces choses hyper précieuses qui concernent les droits des femmes. On a tendance à les considérer, le droit à l'avortement, on a tendance à les considérer comme acquises. Et c'est peut-être ça, moi, mon point de vigilance quand on voit ce qui se passe, tu le disais très bien tout à l'heure, mais je pense même aux États-Unis sur ce qui s'est passé cette année, sur le retour en arrière sur l'IVG. Il faut moi je dis à mes enfants, j'ai 2 filles, 1 garçon, et je dis autant à mes filles qu'à mon garçon, qu'à mon fils. Je leur rappelle en fait d'où vient tout ce patrimoine et qu'on possède aujourd'hui. Alors oui, il reste beaucoup à faire sur plein de sujets, mais déjà peut-être on doit s'appliquer à préserver tous ces acquis et à pas penser qu'ils qu'ils peuvent durer tout le temps. On doit les défendre vraiment, je crois. Vous avez bien raison. Afida, le mot de la fin. Oui. Moi, je dirais que à travers la planète, à travers la Terre, là où les droits des femmes sont bafoués, on voit qu'il y a un déficit de démocratie. Dans tous les pays où il y a un déficit de démocratie, les femmes sont privées de liberté. Et aujourd'hui, en France, on a la chance de vivre librement. Et moi, je fais le parallèle. En effet, il y a des choses qu'on a pu acquérir à travers le temps. Il faut rester extrêmement vigilant sur l'ensemble de ces acquis, les maintenir, les consolider, continuer à se battre et à revendiquer nos droits haut et fort, mais ne pas oublier que dans d'autres pays, il y a des femmes qui n'ont pas le droit de conduire, qui n'ont pas le droit de travailler, qui n'ont pas le droit de prendre la parole, qui n'ont pas le droit d'exister tout simplement, et qu'aujourd'hui, en effet, je vous fais un parallèle et c'est assez extrême, hein, mais je le fais volontairement parce que quand on vit en France et qu'on a toutes ces libertés, parfois on n'en a pas forcément complètement conscience. Et moi, je vous ai dit, mon engagement, il est militant à la base et je continue à faire ce travail de sensibilisation auprès des jeunes femmes qui peuvent parfois s'interroger et qui connaissent pas aussi l'histoire véritablement du droit des femmes en France. J'ai récemment eu la chance de regarder le film de, comment s'appelle-t-elle, Simone Veil, qui m'a beaucoup touchée, énormément touchée. Et je pense que ce film-là, ça peut être un outil aussi pédagogique d'enseignement auprès de toutes les femmes et hommes, les hommes et femmes. En plus, ça touche des sujets multiples. Et du coup, je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie, continuer à informer, continuer à rester mobilisés et être fiers aussi de toutes ces libertés que nous avons en France. Merci.